Jean-Louis Fabiani, bonjour. Tu es directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Tu es sociologue des intellectuels, sociologue des disciplines. Tu as travaillé notamment sur la philosophie. Tu es philosophe de formation. Voilà, je voulais, comme première question, te demander comment es-tu devenu sociologue? Bien, bonjour Gisèle Sapiro. C'est une histoire assez banale. J'ai passé le bac en 68. Alors pour les plus jeunes, ça n'évoque rien, mais c'est une année très particulière. Il n'y a pas eu d'écrit, tout le monde a été reçu. Et j'avais à l'époque, je n'avais pas de vocation particulière. Nous pensions que ça allait être la révolution dans les années qui venaient, etc. Donc je suis entré dans l'enseignement supérieur sans projet particulier. Je voulais être historien quand même, ça me passionnait l'histoire. Et puis il s'est trouvé que dans la petite Hippocagne de province où j'étais, on n'avait pas d'équivalence pour les diplômes d'histoire. Le professeur de l'université de Caen, Pierre Chonu, était opposé à ces équivalences et donc j'ai changé de discipline et comme je réussissais pas mal en philo, je me suis inscrit en spécialité philosophie version grecque. Et c'est comme ça que j'ai commencé des études de philosophie sans vocation particulière parce que j'aimais les abstractions. Et en même temps, je voulais faire autre chose. Et donc, dès que j'ai pu faire autre chose, je me suis réorienté un peu par hasard. J'ai lu, là aussi, j'avais lu un article en 70, quand je revenais des 3 jours préalables au service militaire, sur la reproduction. C'était à l'automne, en septembre 70, et j'avais trouvé ça très intéressant. Et donc, arrivant à Paris, j'ai acheté à la librairie La Joie de lire, chez Maspero, l'esquisse d'une théorie de la pratique de Bourdieu, qui venait de paraître, mais qui n'avait pas fait l'objet de recension, ou qui est sortie plutôt discrète chez Drault à Genève. Et juste après, donc en entrant à l'école normale, j'ai connu Jean-Claude Chamboredon, et du coup je me suis dit, je vais faire des sciences sociales. Donc j'ai fait un peu d'économie, un peu d'histoire de l'art. Et puis, 72-73, c'était l'année où Bourdieu était à Princeton, donc on a un peu échangé. Et puis en 73, j'ai vraiment décidé de faire de la sociologie. Et j'ai commencé et à l'école normale, et puis comme apprenti au centre de sociologie de l'éducation et de la culture chez Bourdieu. Donc j'étais petite main, tout en préparant l'agrégation de philosophie, mais sans bien savoir ce que je ferais plus tard. Et en fait, l'esquisse d'une théorie de la pratique m'avait plu parce qu'il y avait de la philosophie et puis un terrain, la Kabylie. Enfin, ça me semblait être le meilleur moyen de faire tout ce dont j'avais envie de faire à l'époque, c'est-à-dire un peu de théorie et puis de la pratique. Et être apprenti au centre de Bourdieu, c'était assez extraordinaire parce qu'il y avait toute cette équipe de gens qui travaillaient depuis longtemps. Il y avait toute une série d'enquêtes en cours ou en cours de traitement, et c'était un univers qui était complètement différent de celui de la plupart de mes condisciples à l'école normale, qui étaient des philosophes et qui sont devenus d'ailleurs des philosophes connus. Donc j'avais l'impression d'entrer dans un monde à la fois très différent, mais pas trop dangereux, parce qu'il y avait toute cette armature conceptuelle que Bourdieu avait gardée dans sa sociologie. Donc tu dis petite main, et tu as travaillé sur quelles enquêtes plus précisément? Oui, alors petite main, ça voulait dire qu'on était associés au départ, vraiment petite main, pour agrafer des questionnaires, pour écouter les autres. Et très vite, j'ai eu une table, pas un bureau, mais une table dans le bureau de Claude Grignon, je me souviens. C'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup, et Bourdieu m'avait mis dans ce petit établi, donc je n'avais pas de clé, j'attendais que Grignon entre et sorte pour venir dans le bureau, et puis je regardais les autres faire plutôt, et Bourdieu, disons au bout de 3-4 ans, vers 1976, nous a confié avec Pierre-Michel Menger la responsabilité d'une enquête sur Beaubourg. Il nous a laissé partir dans la nature, enfin, en contrôlant pas mal les choses, et il nous téléphonait beaucoup, nous donnait des conseils, etc. Mais donc j'ai appris comme ça à travailler, à la fois entre l'école normale et le boulevard Raspail, où il venait de s'installer. Et c'est là que j'ai fait ma première enquête, qui a commencé pendant l'hiver 72-73 sur les albums pour enfants.
Et donc, 5 ans après, elle était publiée dans Actes de la recherche, ce qui m'a paru un peu prématuré parce que j'étais inquiet à l'idée du résultat. Mais c'était à partir de 74-75, enfin, la revue est sortie en 75, ça a été une vraie ruche autour de la production de la revue. Alors c'était tout à fait fascinant. Je me souviens même du jour de lancement de la nouvelle série qui commençait au numéro 13, qui s'est faite à la librairie Autrement dit, sur le haut du boulevard Saint-Michel, qui était la librairie de Minuit, des éditions de Minuit à l'époque. Et c'est vraiment une très grande aventure, tout jeune, d'être associé à cette dynamique dont on n'a plus peut-être exactement l'idée aujourd'hui, mais Bourdieu il n'y avait pas eu la distinction, c'était pas très connu, c'était une grande réputation, mais plutôt à l'intérieur des hautes études, et donc on avait l'impression d'être dans une dynamique de conquête, enfin et voilà, et du coup ça a complètement atténué la dimension négative que peut prendre la sortie de la philosophie. On peut toujours dire c'est parce que vous n'étiez pas bon que vous avez abandonné la philosophie. Alors je ne l'ai pas abandonné, mais je ne me décrirais pas comme philosophe pour autant. J'ai été prof de philo dans un lycée, ça m'a assez plu, mais je laisse la philosophie aux professionnels. Et en 1975, tu passes un an à l'Université de Californie, San Diego, dans le département de sociologie. Tu as validé ton DEA? Voilà, c'est mon année de DEA, donc c'est la première année du nouveau DEA, de la nouvelle école des hautes études, 75. Et donc j'avais une bourse en étant normalien pour aller aux États-Unis. Normalement, j'aurais dû aller à Harvard. Et à Harvard, il y avait encore Talcott Parsons, il n'y avait que des vieux profs. Et donc, en fait, c'est pas forcément, enfin, ce sur quoi on n'insiste pas, c'est que le lieu où on lisait le plus de sociologie états-unienne, de langue anglaise aussi avec Bernstein, etc., mais c'était le centre de sociologie européenne de Bourdieu. Et donc, dans le métier de sociologue, par exemple, j'avais repéré le texte de César Grania, Bohemians versus Bourgeois, qui est un des plus vieux textes de sociologie de la culture, maintenant un peu dépassé, mais qui à l'époque était quand même une référence. Il y avait des textes de Bennett Berger sur les intellectuels. On parlait de l'ouvrage de Joseph Gusfield, Symbolic Crusade, etc. Donc il y avait une vraie culture, alors pas de la sociologie qui restait dominante à l'époque, mais de la sociologie interactionniste. Bon, Goffman est un bon exemple. Et donc à San Diego, qui n'était pas le meilleur département de sociologie, je retrouvais à la fois donc Randy Collins, qui était à l'époque assez proche de Bourdieu. Je retrouvais les ethnométhodologues avec Sicurel, qui s'est rapproché de Bourdieu plus tard. Et puis Joe Gusfield, Fred Davis, tous ce qu'on appelait la seconde école de Chicago, des gens qui ont fait leur thèse au début des années 50 à Chicago et qui étaient très influencés par Everett Hughes, John Dewey, George Herbert Mead, etc. Et donc pour moi ça a été une découverte extraordinaire. Et donc j'ai validé une partie des enseignements que je recevais comme enseignement de DEA à l'époque. Il y a une grande souplesse et j'ai profité, donc j'ai écrit mon texte qui était sur donc de la sociologie historique presque avant la lettre, qui était quelque chose que j'avais fait par hasard. Je voulais travailler sur le Liban. Et puis 75, c'est le début de la guerre civile au Liban. Donc j'avais fait des études d'arabe préalables pour faire ce terrain. Et puis bon, on a décidé de ne pas le faire. Et donc je me suis rabattu en quelque sorte sur ce qui est devenu une constante. Disons que l'histoire des philosophes en France, vue complètement différemment de ce que faisaient les historiens de la philosophie. Ce qui était une sorte de défi dont j'avais trouvé la source chez Bourdieu, évidemment, un peu chez Durkheim, qui avait écrit un article sur l'agrégation de philosophie, mais Bourdieu avait pris, disons, au début avec Passeron, ensuite seul, à bras le corps, cette question de la sociologie de la philosophie, dont on retrouve d'ailleurs dans son dernier livre l'importance centrale de la méditation pascalienne. Donc ça fait l'objet de la thèse que tu as soutenue en décembre 1980. Voilà, le 18 décembre 80, ouais, je me souviens, dans le bureau de Bourdieu d'ailleurs, parce que
Bourdieu n'était pas, à l'époque en tout cas, après je ne sais pas, mais n'était pas un inconditionnel des thèses. Il m'avait dit d'ailleurs vous pouvez vous débrouiller sans thèse. Mais on sentait déjà une pression et donc j'ai préféré faire une thèse. Et dans les années 80, Bourdieu m'a même conseillé de faire une thèse d'État. Alors, il m'a même conseillé le directeur de thèse, ce que j'ai pas fait, j'ai fini par ne pas faire. Il m'avait conseillé Jacques Lottmann, je me souviens, comme directeur de thèse. Donc j'ai déposé un sujet, puis la thèse est devenue en extinction, la thèse d'État, et donc j'aurais dû renouveler. Et à l'époque, je vivais plus à Paris, j'étais en Corse, et ma fille, qui était bébé, a colorié le formulaire de réinscription, et puis bon, ça a été un prétexte pour ne pas la faire. Et donc, je voudrais revenir sur les enjeux intellectuels de ta thèse que tu as déjà évoqué très brièvement. Faire la sociologie historique des philosophes, certes, c'était un peu... Bon, ça a préoccupé Bourdieu, mais c'est toi qui as vraiment réalisé cette recherche pionnière là-dessus. Donc, les enjeux intellectuels pour toi, c'était... Cette époque-là, pour moi, c'était quand même... J'étais dans cet univers, donc il ne faut pas non plus... d'illusions rétrospectives. Et donc, comme beaucoup d'entre nous, j'avais été frappé par l'article, le très gros article de Bourdieu sur Heidegger. Et donc, il m'avait beaucoup stimulé. Mais en même temps, je voulais faire, disons, il y avait tout ce projet où il y avait Chambordon, il y avait Christophe Charles, il y avait Rémy Ponton, Louis Pinto aussi, un petit peu sous une forme différente. Mais l'idée, c'était de faire de l'histoire sociale des intellectuels avec les outils de l'histoire sociale. Donc j'ai créé un petit dispositif, par exemple, pour connaître l'origine sociale de tous les philosophes dont j'avais à traiter. J'ai élargi le corpus à l'ensemble des philosophes exerçant la philosophie. J'ai essayé de traiter la philosophie comme un objet comme les autres, hein, comme n'importe quelle activité sociale, professionnelle, c'est-à-dire de lui appliquer ce qu'on applique aux commerçants, aux ouvriers, aux avocats, et de traiter en même temps, disons, d'histoire intellectuelle, c'est-à-dire de renouveler. Mais ça, c'était quelque chose qui était, là encore, qui était partagé autour du centre, et même au-delà, parce que j'insiste sur cette dimension non nationale, mais le séminaire de l'École normale de Bourdieu, par lequel je suis entré dans toutes ces questions, s'appelait Sociologie des œuvres. Et alors, il envisageait toutes sortes de choses, hein. C'était un séminaire assez généraliste, mais il avait invité Raymond Williams, par exemple, ou Edward Palmer Thompson. Et avec Raymond Williams, j'avais discuté de ces questions. Il avait pas encore écrit Marxism and Literature, mais The City and the Country, dont j'avais traduit un article pour Actes. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ces questions d'histoire sociale à partir de l'historiographie anglophone, parce que justement, bon, ils étaient plutôt marxistes, mais pas du tout marxistes althussériens. Et pour moi, il y avait à la fois un enjeu intellectuel très fort, qui était de faire de l'histoire des idées de manière sociologique, hein, que je n'ai pas inventé quand même, mais qui me semblait devoir être, disons, adapté et approfondi à partir de l'analyse de l'enseignement, des dispositifs d'enseignement, des trajectoires sociales des philosophes, de ce que c'était qu'une carrière philosophique, et question que j'ai peut-être traitée avec une once de réductionnisme, la manière ou les formes par lesquelles on pouvait retracer leur type d'affiliation philosophique, leur engagement, puisqu'il y avait des oppositions à l'époque autour de ce que devait être la discipline. Et il y avait notamment tout un courant réformiste autour de Louis Liard et de Durkheim, qui était partisan d'une sorte d'aggiornamento de la discipline au profit d'une introduction de nouveaux savoirs, etc. Et d'autres qui étaient au contraire partisans disons, du maintien d'une forte tradition spiritualiste. Alors autour de ce système d'opposition qui était assez simple, j'ai essayé d'approfondir, etc. Et donc c'était ça, l'enjeu, c'était au fond appliquer à la philosophie des outils qu'on ne lui appliquait pas, et aussi un petit peu, comment dire, me signaler auprès de mes confrères philosophes en disant voilà, je n'ai pas abandonné la partie.
du coup, évidemment, avec une réception pour la publication du livre qui a pris 8 ans, un peu mitigée de la part des philosophes. Ah oui, donc cette réception... Bah, oui, alors j'ai eu beaucoup de... Donc le livre est sorti, je me souviens de la date, parce que on a signé les services de presse avec Bourdieu, et puis il y avait Jean Echenoz aussi qui avait un livre. Et donc je me souviens bien de cette période, et il y a eu quand même une levée de bouclier. Il y avait eu ce truc de Derrida un peu anti-Bourdieu, alors qu'ils étaient très très proches, à propos de Heidegger, etc. Et donc les deux livres ont été associés, bien qu'ils fussent très différents, mais comme une sorte d'attaque contre la philosophie, ce que ni l'un ni l'autre d'ailleurs était. Et donc j'ai eu, pour un premier livre, j'ai eu pas mal de comptes rendus. J'avais 2 colonnes de Roger Poldroy dans Le Monde, où il disait vraiment c'est réductionniste, on ne peut pas traiter la philosophie comme ça, c'est pas bien, etc. Mais en même temps, j'ai eu des comptes rendus favorables. Il y avait un long compte rendu de Jean Lacoste dans la Caserne littéraire, qui était très fouillé, assez critique, mais très fouillé. Il y a eu un truc dans le Figaro à l'époque, il y avait un journaliste de gauche au Figaro qui s'appelait Claude Janoux, qui avait fait un long compte rendu très très bien, très précis. J'ai eu pas mal de choses, mais globalement, disons, les philosophes étaient contre. Et j'ai eu un corrigé très long dans la revue de l'enseignement philosophique, un an après, mais en même temps, bon, ils manifestaient de l'intérêt, les philosophes, et le truc est devenu une lecture standard pour les philosophes. Aujourd'hui, c'est complètement oublié. Ça fait partie, parce que cette période de la philosophie française est peu étudiée, donc c'est un peu une introduction, enfin ça c'est utilisé comme ça. Donc il a passé le cap, disons, d'une réception très critique pour devenir, et les philosophes d'ailleurs, maintenant, beaucoup font une histoire de la philosophie qui est, je ne dirais pas inspirée par ça, mais qui s'est ouverte, disons, à ces modes d'analyse. Je pense à Giuseppe Bianco, son travail sur Bergson, etc. Bon. Et d'autres qui montrent que, disons, il n'y a plus de cette condamnation a priori d'une approche sociologique, qui se voulait, moi, comme j'étais plus jeune, j'étais moins mou, donc qui se voulait aussi une sorte de manifeste, quoi. J'avais voulu ça un peu comme ça. Et en même temps, j'étais très déçu que les gens ne me félicitent pas aussi fortement, mais pour le Heidegger de Bourdieu, c'était encore pire, puisque Le Monde n'en a rendu compte qu'au mois d'août. Au mois d'août 1988, vraiment, je me souviens, j'étais à Figeac, j'ouvre Le Monde et il y avait un tout petit article très méchant sur l'ontologie politique de Martin Heidegger, ce qui veut dire que, disons, traiter la philosophie comme un objet intellectuel parmi d'autres, c'était quand même quelque chose qui était de l'ordre de la vraie transgression, puisqu'à l'époque, Bourdieu était quand même, avait publié depuis près de 10 ans La Distinction, enfin, il était au Collège de France, enfin, c'était pas n'importe quel sociologue, voilà. Et à cette époque, tu étais maître de conférence à l'École normale supérieure, tu avais été agrégé répétiteur. Quelle était la situation des sciences sociales à l'École normale supérieure? Alors, c'est intéressant parce que l'histoire des sciences sociales à l'école normale, elle remonte à l'entre-deux-guerres avec le centre de documentation sociale qui avait été créé à l'initiative de Célestin Bouglet, qui était le directeur de l'école normale, donc un disciple de Durkheim, mais qui avait bifurqué plutôt vers la politique et l'administration, mais une figure tout à fait intéressante. Et donc il avait réuni, c'était tout à fait informel, mais il y avait des gens comme Georges Friedman, Raymond Aron y a été un petit peu, etc., qui avaient cette préfiguration. Et puis, Bouglet est mort, il y a eu la guerre, et l'après-guerre, les années 50, il n'y avait pas de sciences sociales à l'école normale, et d'où l'autodidaxie de beaucoup de sociologues des années 50. Et donc, disons que vers... je pense que c'est au milieu des années 60, il faudrait vérifier l'année exacte, mais Althusser, qui n'aimait pas trop les sciences sociales, mais qui pensait qu'elles étaient quand même incontournables, a invité Bourdieu à faire ce séminaire, qui était au départ très marginal. Et je dois dire qu'il y avait très peu de normaliens, même à mon époque, dans les années 70, dans ce séminaire.
il y avait donc Rémy Ponton, il y avait Christophe Charles, qui était un peu avant moi, entré à l'école. Non, Christophe est de ma génération, mais Rémy Ponton, un peu plus âgé. Et puis, il y a eu François Héran. Voilà. Ça, c'est le séminaire Sociologie des œuvres. Des œuvres, oui, oui. Et donc, c'était une... Alors, après 68, donc, Jean-Claude Chamboredon a été recruté pour faire de la sociologie, ainsi que Jean Ibanez pour faire les sciences économiques. Et donc, au départ, quand j'arrive à l'école normale, au début des années 70, il y a un petit enseignement, dont le plus important est Bourdieu. Chamboredon fait un petit atelier, Ibanez fait des cours, et c'est une sorte de carrefour. Il y a aussi l'histoire de l'art avec Hubert Damisch. Il y a beaucoup de gens de l'école des hautes études qui viennent, comme ça, faire des séminaires. Alors, ce n'est pas les sciences sociales au sens strict, c'est un peu, disons, sciences humaines et sciences sociales, mais en tout cas, pas les disciplines traditionnelles enseignées à l'école. Hein. Parce qu'il faut voir qu'il y a des gros paquets. Moi, quand j'ai passé l'agrégation de philo, il y avait 26 agrégatifs. Donc, ça faisait plus de la moitié des places, je crois, à l'agrég, et une moitié de promotion de normalien. C'était des grosses disciplines, l'histoire, les lettres classiques et la philo. Et donc, c'était un tout petit univers presque marginal, presque silencieux dans l'école. Hein, le normalien moyen n'avait pas idée, je pense, que Bourdieu faisait un séminaire tous les 15 jours. Et donc, dans les années, quand je suis arrivé à l'école, je suis pas du tout, c'est pas du tout un recrutement très, très glorieux. On m'a demandé, j'étais prof de lycée, et donc on m'a demandé de venir comme répétiteur, mais au départ pour m'occuper des presses de l'école normale, c'est-à-dire une activité d'éditeur, de petit éditeur. Mais bon, j'ai demandé à faire un cours d'agrég quand même, j'ai fait 9 promotions, 9 cohortes d'agrégatifs. Et donc à ce moment-là, c'était juste en 81, Marcel Roncagliolo, qui était géographe et directeur d'études à l'école, a été nommé par la gauche comme directeur adjoint de l'école normale. Enfin, ça a été très compliqué. Et donc Roncagliolo a créé avec les caïmans qui se trouvaient là, donc le géographe Jacques Brun, Chamboredon, les historiens, Alain Deverp, Daniel Nordman et moi, ce petit labo de sciences sociales, mais qui était quelque chose qui n'était ni reconnu par le CNRS, ni qui était un peu, c'était un carrefour qui permettait, un tout petit centre de ressources, qui permettait aux gens qui voulaient faire des sciences sociales d'en faire, alors de manière moins bricolée que de mon temps, parce que moi je suis arrivé, il n'y avait pas d'agrégation de sciences sociales. Donc dans les années 80, c'était un lieu de formation à l'agrég, mais aussi un lieu de formation à la recherche qui, disons, distribuait les jeunes qui voulaient travailler en sciences sociales, en général, le plus souvent dans des laboratoires de l'école, de l'école des hautes études, il ne faut pas confondre, puisque c'était avec Roncagliolo et Chamboredon les liens les plus solides qu'on avait. Voilà. Et tu as commencé à cette époque à t'intéresser aussi à la sociologie de l'environnement. Tu as publié un livre, La société vulnérable, oui. Co-dirigé avec Jacques Tess en 87. Oui, alors ça c'est la partie un peu, comment dire, quasiment administrative, enfin je ne sais pas quel mot, la partie action de ma vie. En fait, quand je suis entré à l'école normale, j'avais 20 ans, donc au début, ces préoccupations environnementales n'existaient pas. Donc le ministère de l'Environnement a été créé pour M. Robert Poujade en 71. C'était un truc vraiment croupion. Et je veux dire, l'urgence environnementale n'était pas établie. Il n'y avait pas eu encore les pluies acides, encore moins de changement climatique. Donc c'était un peu... et moi, en fait, je me suis intéressé pas du tout pour des raisons environnementales, mais parce que j'étais dans ce qu'on pouvait appeler le scientific mood. Je voulais faire des sciences, en fait. J'aimais bien les maths, j'étais bon en physique, etc. Et donc je voulais discuter. Je me disais, dans une école où, disons, 60% des profs et des élèves sont des scientifiques de plus haut niveau, prix Nobel, médaille Fields, etc. C'est bête. On déjeune avec eux, on dîne tous les soirs. Et donc j'ai commencé à discuter avec des physiciens de problèmes de percolation, etc.
Et puis, bon, la physique du solide, telle qu'ils la font à l'école normale, c'était un peu hard pour moi. Et donc, j'ai travaillé avec il y avait un laboratoire dit d'écologie qui travaillait sur les forêts. Et donc, en discutant avec eux, au pot, quoi, à la cantine, j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes des menaces sur les forêts, notamment sur les forêts périurbaines. Et c'était l'époque où le CNRS commençait à essayer d'identifier des objets comme ça. Et donc, j'ai eu un petit crédit, quand j'étais prof de lycée, à la fin des années 70, pour faire une sorte d'études interdisciplinaires un peu, je dirais pas bidon, mais un peu cavalière des problèmes des forêts périurbaines. Et donc, à ce moment-là, on a eu une proposition de petit contrat pour étudier la chasse avec Chamboredon, Michel Boson, oui, c'est tout. Après, il y a eu des gens qui se sont greffés, mais enfin, on était 3 au départ, pour faire une enquête sur la chasse. Et donc, moi, j'ai travaillé sur la chasse en région périurbaine, au sud du massif de Fontainebleau, qui était très proche de la station biologique de Folgevief, où les biologistes travaillaient. Donc, j'ai participé à des extractions de micro-arthropodes. C'est spécialiste de la faune du sol, mais ce sont des indicateurs, ces toutes petites araignées, machin, qui sont vraiment au ras du sol, là, mais qui sont des indicateurs de biodiversité. Ça n'existait pas le mot à l'époque. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça par le biais de cette interdisciplinarité qui m'a valu quand même Chamboredon, Florence Weber, tout ça n'avait pas tout à fait d'accord avec ce type de pratique. Et donc, la société vulnérable que j'ai fait publier à l'école normale n'était pas considérée à l'époque par l'école normale comme très... c'est un livre très inégal, mais l'idée c'était justement il y a Marie Douglas, l'anthropologue, et puis des spécialistes. Enfin, c'était d'ouvrir cet objet et de le sociologiser un peu. Et donc, je voulais tenir les deux bouts. J'avais publié, je crois bien que c'est en 84, il faudrait vérifier, mais un truc sur la chasse et l'opposition à la chasse et l'affrontement des représentations de la nature dans l'acte de la recherche. Et en même temps, j'étais plus dans la recherche appliquée qui m'a toujours intéressé parce que c'est un défi. Et il se trouve que j'ai été pendant 2 ans, mais là c'était le hasard des politiques. Il y a eu une ministre de l'Environnement qui est oubliée aujourd'hui, qui était Huguette Bouchardot, qui était membre du PSU, donc qui était une agrégée de philo en fait, et qui avait fait sa thèse sur l'enseignement de la philo, c'est comme ça que je la connaissais. Et donc c'est une sorte de gauche à l'intérieur du gouvernement de Mitterrand. Et donc pendant 2 ans j'étais à mi-temps au groupe de prospective du ministère de l'Environnement. C'est comme ça qu'avec Jacques Theiss, qui est retraité aujourd'hui, mais qui était chargé au cabinet d'Huguette Bouchardot, qu'on a monté ce colloque de Montvillargène, etc., qu'on a fait toutes ces choses-là, que je ne regrette pas finalement. Au départ, je ne sais pas que ça faisait tâche dans ma bibliographie, mais à l'école normale, ça paraissait comme des choses très appliquées. Puis si on regarde le sommaire, il y a des textes de vrais anthropologues, de vrais sociologues, et on a comment dire, on a contribué, disons, modestement, à configurer un objet. Il a constitué ce domaine qui aujourd'hui est très important. Voilà. Et alors en 91, tu es recruté à l'école des études comme maître de conférence, et puis tu seras promu directeur d'études en 96. L'école des hautes études, à cette époque, dans le paysage académique français, ça représentait quoi? Alors ça représente toujours plusieurs choses, parce qu'une institution a toujours plusieurs histoires, et donc qui sont plus ou moins bien synchronisées. Moi je suis entré, alors peut-être, comment dire, je suis entré avec une image antérieure, l'image école pratique, l'image que j'avais connue, disons 20 ans avant, qui restait très fortement. Mes références, c'était Pierre Vidal-Naquet, c'était Bourdieu, c'était Le Goff aussi, qui m'avait fait... Le Goff m'a fait entrer, en même temps que Bourdieu, dans le monde de la publication. J'ai fait plusieurs entrées pour la Nouvelle Histoire, son encyclopédie. Et donc c'était un peu mes références, mais l'école avait quand même en partie changé. Elle restait, il y avait un socle, je pense qu'il demeure toujours, qui est celui d'une recherche autonome, indépendante, qui ne se soucie pas des aspects les plus temporels de la reproduction universitaire, et qui est l'héritière directe de la 6e section, quoi.
et qui, à mon avis, en s'adaptant, ce qui doit être le cœur. Mais en même temps, bon, il y avait eu moi, je suis entré, Marc Auger était président, mais le président Furet avait quand même très largement réorienter l'école autour de la science économique. Et surtout, au cours de mon quart de siècle à l'école, j'ai constaté ce que certains appellent d'un mot affreux l'universitarisation. En tout cas, la tendance... alors, je ne dis pas que c'est une perte d'autonomie, mais la tendance à s'aligner sur ce que font les universités. Et alors que, pour moi, l'école, alors c'est plutôt une profession de foi, là, mais pour moi, l'école, c'est un lieu qui n'est ni une université, ni une école d'élite ou un grand établissement. Parce que école, en France, ça avait pensé à grande école. Et si on regarde le recrutement des étudiants, etc., c'est pas du tout l'ENA, Polytechnique, c'est autre chose. Et donc, cette marginalité heureuse, je pense qu'elle a tendu à se réduire au cours du quart de siècle que j'ai passé, disons, à l'état actif dans l'école, puisqu'on ne sort jamais de l'école, en fait, que par la notice nécrologique. Mais je pense que l'école restait ce lieu où on pouvait faire des choses différentes, et notamment en croisant les disciplines. Et quand j'étais au séminaire de Bourdieu dans les années 70, je rencontrais des linguistes, des historiens, des économistes, autant que des sociologues. Et cet aspect, je crois, est resté très important. Ça, c'était son séminaire à l'école des hautes études. Oui. Et donc à partir de ce moment, tu développes un ensemble de travaux de sociologie de la culture centrés sur la réception. Là aussi, c'était assez nouveau, sur les domaines sur lesquels tu l'as développé. Alors il y a d'abord l'enquête sur la lecture en prison. Est-ce que tu peux en dire un mot? Voilà. Alors moi, j'ai fait un excursus par l'administration de la culture. Et donc, pour des raisons d'ailleurs qui étaient purement contingentes, de résidence familiale, j'ai demandé à être affecté à Marseille. Et donc Marseille, en France, comme tu le sais, l'histoire culturelle est très centralisée, et donc il était plus facile de travailler sur la réception que sur la production. Réception est un terme dont je me méfie un peu, je ne suis pas le seul, mais enfin plutôt sur la question des publics. Et donc, j'ai... des formes d'appropriation. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup... C'est une constante depuis le début, depuis l'enquête que nous avaient confiée Bourdieu et Raymond de Moulin sur le public de Beaubourg. Je m'intéressais à ces questions d'articulation entre des politiques culturelles et des enquêtes, puisque la sociologie de la culture en France s'est développée un peu en contrepoint du service des études et de la prospective du ministère de la Culture, dans une sorte de dialogue un peu musclé. Et donc, moi, j'étais le produit de tout ça. Et j'ai voulu m'intéresser plus directement au public, parce qu'il me semblait aussi que ça manquait un peu à la sociologie de Bourdieu. Voilà. Et donc, après, j'ai répondu à un appel d'offres sur la lecture en prison. J'étais très intéressé par l'idée d'intervenir dans cet univers très particulier, institution totale ou totalitaire, enfin Total Institution selon Goffman. Et donc c'était donc très peu de temps après mon arrivée à Marseille, j'ai eu 18 mois pour enquêter, pour l'essentiel dans des prisons de la région marseillaise, des questions techniques aussi, mais aussi j'ai fait un terrain assez long à Fresnes et un terrain à la prison de Cherbourg. Et l'idée, c'était précisément de saisir ce qu'était l'acte de lecture à partir d'une situation vraiment très périphérique, puisque beaucoup de détenus sont d'origine étrangère, sont illettrés, voire analphabètes, et que donc je n'ai vu qu'une partie de la prison. Enfin, j'ai fait beaucoup d'entretiens qui n'ont rien à voir avec la lecture, mais qui peuvent servir de témoignage à ce qu'était la prison en France au début des années 90.
Et donc là, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui travaillaient sur la prison au même moment, au Centre d'études des mouvements sociaux, etc. J'ai parti Philippe Combessy, qui avait sa thèse sur la détention également. Et donc c'était pour moi quelque chose de double entre l'analyse des publics, alors on appelle ça des publics empêchés, ou des publics captifs, mais au-delà du jeu de mots, il y avait qu'est-ce que c'est la culture pour des gens qui en sont vraiment sociologiquement le plus éloignés. Donc c'était un travail un peu difficile, peut-être pas entièrement réussi, mais où j'ai essayé de traiter de cet objet que j'ai ensuite... Alors, Passeron, qui était le plus ancien à Marseille, avait écrit un article programmatique sur la sociologie de la réception, bon, inspiré un peu d'Hans Robert Jauss et de l'esthétique de la réception, donc des études littéraires. Moi, je trouvais que c'était, comment dire, que l'application directe, ça n'allait pas, et qu'il fallait prendre en compte à la fois, disons, ce qu'était la sociologie des cultures, notamment les formes de stratification sociale, d'accès à la culture, des formes de consommation aussi très stratifiées, avec ces questions. Et donc, il s'est trouvé qu'au milieu des années 90, j'avais eu comme étudiant Emmanuel Etis, qui habitait à Avignon, et donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un terrain qui serait un peu un stage pour les étudiants, et on est allé voir Bernard Fèvre-Darcier, qui était le directeur du festival à l'époque, et c'était vers le 22 juillet, donc en fin de festival. Fèvre-Darcier avait des poches sous les yeux énormes, il avait des chaussures de sport trop petites qui lui faisaient mal, il venait de recevoir une équipe de la télévision japonaise, et alors il nous sort, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire que vous utilisez, messieurs, sortez. Et en fait, ça ne l'intéressait pas du tout. Et le fait que ça ne l'intéresse pas m'a intéressé, parce que Fèvre-Darcier pensait que la question de la démocratisation de la culture était finie, que c'était du passé, l'éducation populaire, etc., etc. Et du coup, j'ai creusé dans l'histoire du Festival d'Avignon, et on a fait toutes ces enquêtes avec Etis, un peu avec Pedler, et surtout avec beaucoup d'étudiants qui venaient l'été travailler sur le... C'était un peu un atelier, voilà, et donc on a fait diverses choses. Et en même temps, je me suis heurté au fait que les gens... alors on a fait ça aussi sous forme populaire, puisqu'on a fait une chronique dans Libération pendant 3 ans, avec des portraits de spectateurs, donc avec une contrainte de 1500 signes, qui était quelquefois rabotée par les rédacteurs, enfin bon, par le desk de Libé. Donc l'idée, c'était aussi d'engager le dialogue avec les spectateurs, mais les gens ont beaucoup de mal à parler de ce qu'ils ont vu, surtout quand ils ne sont pas entièrement équipés, ils n'ont pas de critique de théâtre. Et donc j'ai décidé de faire ce travail qui était d'observation pure. Donc je travaillais en tant que... Je m'intéresse à l'éducation populaire, donc j'ai travaillé avec des classes aussi, de régions vraiment ouvrières ou de fort chômage, de Champagne-Ardenne ou de Nord-Pas-de-Calais, qui venaient avec leurs profs. Une semaine, disons, au CMEA, au Centre d'études et méthodes d'éducation active, héritier de l'éducation populaire. Et donc, comme je participais comme ça au débat, j'y assistais surtout, j'ai fait une observation systématique des débats où les gens prennent la parole, au fond, où je n'avais pas cette contrainte de faire parler les gens sur leur goût culturel, ce qui est toujours un peu compliqué, si on veut les faire verbaliser, et puis là on se heurte à des différences sociales, enfin on rencontre des obstacles très rapides. Et donc j'ai fait ce travail sur 2 ans d'observation, alors j'ai tout enregistré, d'analyse de ces débats, des formes de prise de parole, de la manière dont des collectifs se constituent pour porter une parole critique, etc. Voilà. Donc c'était l'idée que, au fond, le public compte et il faut que les sociologues le prennent en compte. Et je pense que là, on était pas en avance, ça ne veut rien dire, mais le fait d'être une périphérie nous a aidé à prendre conscience de ce phénomène avant d'autres. Et je pense que maintenant, c'est devenu un mode d'enquête, l'étude localisée des publics. Alors, ce n'est pas du tout que ça infirme des constats sociologiques plus, disons, à une autre échelle, mais ça les modifie
En tout cas, ça les relativise et ça permet de voir quelles sont les conditions de participation du public sous un angle nouveau. C'est la question de l'échelle d'observation, alors qui ne transforme pas tout, parce que ce serait stupide de le dire, ce serait naïf, mais qui en tout cas change les conditions. On voit très bien que le public parisien d'Avignon, le public parisien qui vient à Avignon n'est pas du tout le public parisien de la Comédie Française, par exemple. Et donc tous ces constats permettent de lier à la fois une approche quantitative, une approche plus qualitative des publics, qui reste pour moi quelque chose de difficile, mais en même temps, Avignon était un objet politique. Pour Jean Vilar, son fondateur, c'était constituer pour la première fois, de manière tangible, une communauté nationale. Voilà. Alors il ne la pensait pas de manière multiethnique, mais de manière, disons, sociologique, entre le facteur des pauvres, le professeur agrégé, etc., l'agent de change, et j'oublie, enfin bon, comme un endroit où les différences sociales s'aboliraient. Alors ça, c'est de la magie. Et Vilar d'ailleurs était conscient, y compris pour le TNP, que ça n'était pas la réalité, on voit dans sa correspondance, etc. Mais en même temps, c'est une sorte d'idée régulatrice, d'horizon pour la culture. Donc ça a été une partie importante de mon travail pendant longtemps, c'est-à-dire reconsidérer la notion de public en sociologie. Puis c'est aussi la constitution des domaines des études sur les festivals et sur les festivals comme espace de débat démocratique, voilà. Donc comme une forme de démocratisation. Voilà, c'est une longue tradition villarienne qui était celle des débats, les débats du Verger, où on posait des tas de questions politiques. Tradition d'ailleurs que Bernard Fèvre d'Arcier jugeait obsolète. Il avait quasiment supprimé tous les débats et ses successeurs, notamment Baudrillet et Archambault, ont remis ça. Et moi, je me suis inscrit dans cette dynamique, c'est-à-dire de repositionnement des CMA, qui étaient considérés comme des ringards, des sociocus, des instits qui venaient prendre des vacances, etc. Et là, c'est aussi un enjeu politique qui n'est pas gagné, et qui, je pense, enfin bon, au cours de ma carrière, j'ai travaillé au ministère de la Culture, et disons, la dynamique d'une politique culturelle s'est, pour dire, progressivement effacée. Y compris, alors je dirais pas et surtout, mais y compris à gauche. Aujourd'hui, ce n'est plus un enjeu. Comme disait l'ancien ministre de la Culture, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a accès à la culture. Oui, donc à ce propos de la question de l'accès à la culture, tu as travaillé aussi sur les hiérarchies culturelles et sur les frontières entre art légitime et art non légitime et les processus de légitimation. Tu as travaillé sur le jazz. Alors quels étaient les enjeux, la problématique qui guidait ces recherches? Au départ, c'est vraiment un accident biographique. Bourdieu avait placé, avant même la distinction, hein, on parlait du jazz comme art en voie de légitimation, et donc avec ses homologies, petits bourgeois, etc., ce qui est assez, qui s'inscrit dans une, c'est vrai, Hobsbawm avait fait sous le pseudonyme de Newton une enquête, qui corroborait ça pour la Grande-Bretagne. Mais moi, comme j'étais amateur de jazz et que j'étais venu du rhythm and blues et par le jazz à des musiques plus légitimes, je trouvais que Bourdieu avait une vision un peu hautaine du jazz. Et donc j'avais, en 1976, j'ai fait un exposé dans son séminaire, un peu, mais il m'avait invité, hein, mais un peu provocateur sur ces questions, mais au fond, ça n'affirmait pas, c'était pas du tout anti-Bourdieu en fait, mais c'était l'idée que le jazz pouvait avoir des significations différentes quand il était pris dans une constellation de pratiques ou une autre. Et donc effectivement, le jazz comme effet de l'autodidaxie du petit bourgeois qui note scrupuleusement ce qu'on appelle le personnel, enfin les musiciens d'un quintet, etc., me semblait qu'une partie de la chose. Et d'ailleurs, on a vu ça évoluer avec le jazz en fin d'après-midi au Lincoln Center, ou cette ascension du jazz, quoi, et qui aujourd'hui ne fait d'ailleurs plus grand sens pour la jeunesse. Enfin, et donc ces histoires de trajectoire, de forme, m'intéressaient beaucoup parce qu'elles remanient, disons, l'espace. Mais ça ne veut pas pour autant dire que... Enfin, j'ai toujours été très réservé sur l'hypothèse de l'omnivorité
de Peterson, qui était un ami d'ailleurs, un homme adorable, mais qui donne lieu à trop d'ambiguïté, puisqu'effectivement des logiques de distinction continuent, même si peut-être le panier culturel est plus diversifié qu'il n'a pu l'être. Mais disons, la tendance à consommer de manière très recherchée des choses qui viennent de très bas ou des bas-fonds est quelque chose qui est né au XIXe siècle, qui est constitutif, au fond, ou en tout cas contemporain, de l'invention de l'art moderne. Au fond, c'est l'Olympiade, Manet, c'est une prostituée, etc. Enfin, c'est le truc de Thomas Croll, l'art et la culture commune. Et donc, le fait qu'on aime le jazz chez les bourgeois, etc., c'est aussi, ça participe de cette, comment dire, une extension du panier culturel. Ça ne veut pas dire que tout le monde aime la même chose ou qu'il faut se méfier de ce thème, au fond, qui, bien en même temps, les publics se segmentent. Je prends cet exemple actuel parce que je travaille sur la manière dont les intellectuels français se positionnent, disons, face à cet objet qui est l'islam. Et je fais un constat qui est la segmentation des publics du rail, moi, il y a une vingtaine d'années, le grand concert qui était au Zénith, là, 1, 2, 3 Soleil, avec Fardel, Rachid Taha et Cheb Khaled, était vraiment pour tout public. Moi, j'ai gardé le CD, etc. Aujourd'hui, le public du rail est complètement ethnique. Ça s'est complètement segmenté. Donc, je veux dire, c'est l'idée d'une stratification n'est pas antagonique avec l'idée de trajectoire des formes et de transformation des publics. Donc, il faut penser les deux choses simultanément, et ce qui donne des résultats. Et donc, je pense, les travaux de Coulangeon, par exemple, ont montré les limites de l'omnivorité. Hein. On mange de tout, je dirais, pour parodier des proches, on mange de tout, mais pas avec n'importe qui. Dans ton livre « Qu'est-ce qu'un philosophe français ?» tu reviens tes travaux de sociologie de la philosophie, qui est paru aux éditions de HESS en 2010. Tu préconises une histoire sociale des concepts, alors c'est dans la continuité des philosophes de la République, et en même temps je pense qu'il y a des choses nouvelles que tu proposes dans cet ouvrage, à une époque où l'intérêt pour ces questions est aussi revenu par exemple aux États-Unis avec la New Sociology of Ideas proposée par Charles Camic et Neil Gross. Il me semble que ta démarche se démarque un peu de leur approche, donc est-ce que tu veux bien en dire un mot? Oui, alors avant, je crois qu'il faut dire aussi que cette notion d'histoire sociale était dans le titre de ma thèse, et c'était quelque chose, c'était la manière dont on nommait, disons, dans les années 70, ce qu'on pouvait faire de mieux en matière On n'employait pas sociologie historique parce que c'était un petit peu réservé à Aron, puis à Bechler, tout ça, fait d'espèces de grandes fresques. Tandis que histoire sociale, ça voulait dire qu'on collectait des données, qu'on les analysait, qu'on faisait au fond, comme je l'ai dit, un vrai travail empirique à propos d'idées qui sont immatérielles. Et donc, je suis resté sur cette position. Et il est vrai que j'ai été tout à fait conforté par ce qui s'est passé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, cette espèce de grand renouveau de la sociologie historique. Et aussi, bon, il s'est trouvé que Neil Gross, qui est le co-auteur de cette nouvelle sociologie des idées avec Charles Camic, a lu les philosophes de la République et qu'il a voulu adapter au pragmatisme états-unien et avec des méthodes quantitatives à la Madison, Wisconsin, mon propre travail. Et puis finalement, il n'a pas publié, enfin il publie des articles, mais il n'a pas publié sa thèse comme livre, et il est allé assez loin de ce type de travail, puisqu'il a écrit la biographie de Richard Rorty, et avec cette idée de self-concept, etc., que le philosophe comme une unité, bon, ce que je trouvais un petit peu
loin, au fond, d'une entreprise sociologique. Mais ça ne veut pas dire qu'un sociologue ne puisse pas faire une monographie sur un auteur, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, enfin, le programme, disons, de Cammick et Gross est assez fourre-tout, assez vague. Hein, donc ils prennent un bout de Bourdieu, un bout d'un autre, etc. C'est quelque chose qui est une espèce, enfin, je ne dirais pas une auberge espagnole, mais qui signale qu'on peut, évidemment, faire de la sociologie des idées qui soit une relève, au fond, un dépassement de l'histoire des idées traditionnelles avec des outils sociologiques. Donc là, je pense que c'est assez un filet à grosse maille et que tout le monde peut se reconnaître dans leur programme. Bon, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que j'appelle des trajectoires notionnelles. Comment, au fond, dans un univers qui est l'univers de la philosophie apérenniste, de la philosophie éternelle, les notions naissent, puis disparaissent, mais restent à l'état dormant, on pourrait dire, et reviennent, etc., ces formes qu'on pourrait dire cycliques, et comment elles sont, disons, distribuées dans un espace social. Et donc là, je crois que c'est vraiment un enjeu qui n'est pas terminé, et en ce moment, je réfléchis à ce que pourrait être une entreprise comparative entre, dans cette époque, disons, de charnière du 19e, 20e, la philosophie britannique, de langue anglaise, la philosophie allemande et la philosophie française. Et peut-être une extension sur les États-Unis. Et je m'intéresse à la manière dont on peut analyser des conjonctures à partir d'un certain nombre de conditions structurales. Par exemple, je travaille en ce moment, et j'espère pouvoir le finir l'an prochain, un travail qui s'appelle, je ne mettrai pas ce titre, mais les réceptions, ça marche pour avoir de l'argent, les réceptions du pragmatisme. Et le pragmatisme, philosophie américaine, le porte-drapeau, s'est répandu très vite entre 1906 et 1913 dans toute l'Europe. Donc en France, mais aussi en Belgique, en Italie, en Allemagne, etc. Donc le premier congrès, le deuxième congrès de philosophie à Heidelberg, ça s'appelait le congrès du pragmatisme. Et je me pose la question de cette actualité philosophique qui, très brutalement, disons, reconfigure les manières de parler de la philosophie, et puis disparaît. Après la Première Guerre mondiale, comme l'a montré Romain Pudal, le pragmatisme devient un truc qui dort et puis qui se réveille, etc. Et donc, ces trajectoires notionnelles, j'essaye de les décrire d'abord et puis de les replacer, disons, dans des cadres plus larges. Ça me permet de varier les échelles, de voir comment, au fond, les concepts ont vraiment une vie sociale, et de manière non réductionniste et peut-être non combattante contre la philo. Parce que quand un sociologue parle de philosophie, eh ben, il parle aussi pour son territoire, c'est inévitable. Le territoire de la sociologie, il est toujours menacé. C'est pas du tout, je suis pas du tout dans le pathos ou dans l'obsidionalisme, c'est pas ça. Mais comme on l'a vu à une déclaration récente du Premier ministre, sociologues, c'est toujours des gens qui, même quand ils sont comme moi, pas du tout révolutionnaires, sont des gens qui peuvent très vite irriter, disons, des instances de pouvoir, ou ça. Donc il faut, ou d'autres disciplines qui, et je ne veux pas finir sur une note pessimiste, mais aujourd'hui, beaucoup de questions sociales sont réappropriées par les philosophes. D'une manière qui n'est pas toujours, on voit d'ailleurs, ce sont des vieux philosophes hérités des années 60, qui ont vieilli, donc qui ne sont pas morts, qui sont sur le devant de la scène, on a Badiou, Balibar, etc. Et je pense qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir apporter des réponses, notamment aux questions sociales. Et du coup, la question de la visibilité de la sociologie se pose, pas facile à résoudre. Durkheim disait que c'est une science qui doit prendre un tour ésotérique, mais en même temps elle a une dimension exotérique qu'il faut traiter, donc on est toujours à une, comment dire, sur une frontière
et on peut tomber dans un trou comme tomber dans l'autre. Et c'est ça la difficulté et la joie de cette activité. Alors tu as eu aussi des responsabilités politiques que tu as évoquées, notamment entre 88 et 91 au sein du ministère de la Culture, en tant que directeur régional des affaires culturelles de la Corse. Et cette expérience, est-ce qu'elle a eu un impact sur ta réflexion en sociologie de la culture et aussi, inversement, comment est-ce que tes travaux de recherche ont nourri tes réflexions en termes politiques? Oui, alors je l'ai vécu au départ et je l'ai souhaité comme une coupure, comme une sorte de vacances. Enfin, ce n'était pas des vacances parce que j'ai beaucoup travaillé, mais disons, bon, je n'ai pas changé ou je ne me suis pas converti à quoi que ce soit. Je suis resté un intellectuel intéressé par la culture, mais je me suis jeté à fond dans cette activité. C'était compliqué parce que ce n'était pas à Drac en Poitou-Charentes. La Corse connaissait une situation de violence politique dont le ministre de l'Intérieur, sous M. Jox, qui était mon interlocuteur principal, pensait qu'elle pouvait être en partie réglée par une politique culturelle. Et donc moi, je me suis situé sur une île de Crète, la Corse étant la région la plus mal équipée en équipement culturel standard, des bibliothèques, musées, etc., etc. Donc la lecture publique. Alors donc moi j'ai travaillé, disons à l'échelon de l'universel, que les Corses ne soient pas désavantagés par rapport à des citoyens du continent, et en même temps j'ai ouvert l'espace culturel à une revendication identitaire qui était pour moi que j'ai toujours abordé de manière critique. Et donc c'était l'idée que les Corses se réapproprient, alors non pas leur passé culturel, ce qui est une invention de tradition, et là j'étais bien équipé pour savoir de quoi y retourner, tout en ayant accès et tout en s'appropriant aussi des formes de culture non locales. Et donc j'étais sur une île de Crète, et en tout cas j'ai vu à quel point, disons, les questions d'accès à la culture demeuraient absolument centrales dans ce que devait être une politique culturelle. Et j'ai aussi, bon, c'est là aussi où j'ai peut-être remis en question une vision trop rigide, trop sociologique, disons, celle que j'avais au départ, de la légitimité culturelle. Et du coup, c'est une période de ma vie qui est un peu une parenthèse, mais qui m'a convaincu tout de même que, disons, faire de la politique pouvait être quelque chose d'important dans des conditions particulières. Pierre Jox est un homme politique un peu exceptionnel, un homme d'envergure, qui a des idées et qui était un jacobin. Donc il était vraiment en porte-à-faux par rapport à la question de l'identité, etc., mais qui en même temps était prêt, disons, à expérimenter une autre politique. Donc j'ai vraiment beaucoup bénéficié de cette période, bien qu'elle ait été très difficile sur le plan personnel, parce que les menaces continuaient, etc. C'était un petit peu vieux. Donc c'était une sortie de l'espace sociologique qui est très violent aussi, mais c'est une violence qui s'arrête assez vite, disons. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait cette excursion en Corse. Alors une dernière question, tu as formé un grand nombre de doctorants, 25 je crois. Oui, 25, oui, c'est peut-être trop. Beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui un poste dans l'enseignement, dans la recherche, donc je voulais te demander comment est-ce que tu conçois la transmission. Tu parlais de l'avenir de la sociologie tout à l'heure, donc comment est-ce que tu conçois la transmission du métier de chercheur? C'est essentiel, disons, je suis resté, je suis fils d'institutrice et je suis resté un enseignant. Donc pour moi ça a été une partie très importante, sans doute la plus importante de mon activité, enfin celle qu'on consacre, comme tu le sais, comme tous les collègues le savent, un temps considérable, pas seulement à l'enseignement, mais surtout à la discussion, au suivi et à la formation des jeunes générations. Et donc je l'ai vécu toujours avec une grande anxiété, parce qu'évidemment le marché n'a jamais été flamboyant, avec des hauts et des bas, etc. Et j'ai eu la chance extraordinaire
que la plupart de mes doctorants, mes docteurs, ne provenaient pas des endroits les plus élitistes. Je n'ai jamais eu de normalien de la rue d'Ulm, par exemple. Ni de Saint-Cloud, d'ailleurs, ni de Fontenay, Lyon. Donc, je n'ai pas eu de normalien, mais j'ai eu des gens qui étaient souvent profs de lycée. J'ai même ma première thèse, c'est une jeune femme qui avait un bac G. Donc, ils venaient vraiment d'une filière très différente. Et ils sont tous arrivés, pour les derniers, c'est en cours, mais ils sont tous arrivés, pour 80% d'entre eux, des postes dans le supérieur ou la recherche, y compris mes étudiants étrangers, qui sont profs maintenant dans de grandes universités chiliennes ou mexicaines ou autres, ou suisses. Et donc j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui s'y sont vraiment consacrés. Et comme je ne suis pas un chef d'école, que je n'ai pas de doctrine, etc., j'aime bien être défié par mes anciens docteurs, qu'ils me dépassent. Je trouve que c'est une dimension qui doit faire peur, je pense, qui me fait peur aussi beaucoup, parce que le vieillissement est une grande anxiété pour les chercheurs comme pour tout le monde, mais je suis assez content d'avoir toutes ces... Et je pense que ça m'apporte aussi beaucoup en tant que chercheur. Mon dernier livre qui apparaît dans quelques semaines est tout à fait nourri des objections, des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Avec Pierre Bourdieu, donc c'est à lui qu'est consacré ce prochain livre. Voilà, avec lequel j'ai une relation complexe, mais sur laquelle on ne peut pas tirer un trait. Voilà. Et donc j'essaye de... Alors ça, c'est un truc existentiel qui est secondaire, mais en fait, ce que j'essaie de faire, c'est un travail de sociologie sur Bourdieu, avec les limites du genre, mais bon, j'ai essayé de sociologiser Bourdieu, et on verra ce que ça donne. Jean-Louis Fabiani, merci. Eh bien, merci Gisèle de ces questions.